Matin Première. Il est 7h48, ils ont l'ambition d'être la première force politique à Bruxelles et comptent bien jouer les troubles faits en Wallonie. Le parti Défi lancé hier sa campagne. Le chef de file bruxellois et ministre de l'Emploi et de l'Économie est votre invité, Thomas Gadisseux. Bonjour Didier Gauzoin. Bonjour. On va démarrer par un dossier qui concerne les navetteurs. En ce moment, la fin du diesel pour 2030 à Bruxelles, actée par le gouvernement, votre gouvernement. Et pourtant, vous avez dit ceci, il ne faut pas prendre le citoyen pour un imbécile. Vous êtes encore ministre de ce gouvernement bruxellois? Mais attendez, vous devez tout lire. Je dis qu'il ne faut pas se contenter d'effets d'annonce. Vous savez, moi j'ai vécu des effets d'annonce tous bilingues en 2000. En 2002, on sortait du nucléaire en 15. On nous a déjà vendu 3 fois le RER. Récemment, on nous promet le plein emploi en Wallonie. Alors moi, je ne veux pas que ce soit un effet d'annonce. Donc on doit y travailler sérieusement si véritablement on veut faire changer à la fois les comportements et le type de motorisation. Donc ce que propose la ministre CDH de l'Environnement, membre de votre gouvernement, c'est un effet d'annonce. À ce stade-ci, ce n'est qu'un effet d'annonce, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, et la ministre aussi, s'est mis au travail. Nous avons fait des groupes de travail, nous allons objectiver tout ça, mais aussi surtout et décrire les moyens pour y arriver. Sinon, ça sera comme pour le nucléaire. Donc, comme pour le nucléaire qu'on nous a déjà vendu 2 fois. C'est ambiance de campagne électorale, quoi. Écoutez, si ça n'est que ça, c'est pour ça que je dis, nous ne prenons pas les citoyens pour des imbéciles, ne nous limitons pas à l'effet d'annonce, travaillons sérieusement et montrons que effectivement, il y a des solutions et des pas pour aller vers une dédésialisation de notre société. On va serrer la vis pour les navetteurs, pour les automobilistes, pour les Bruxellois, mais les transports publics, la STIB, tout ça, on ne se met pas encore au diesel, en fait. D'abord, il faudrait que les technologies existent, évidemment. Si les technologies n'existent pas, on arrête les trams, les bus plutôt, on a interdit aux camions de circuler. Donc tout ça doit être objectivé. On doit le faire sérieusement et pas se limiter à l'annonce. C'est ce que j'ai voulu dire et je veux, ce faisant, rassurer tous ceux qui veulent sortir, je dirais, d'une situation de pollution importante que nous avons à Bruxelles. Je ne veux pas qu'on reste à l'effet d'annonce. En 2002, j'ai lancé ou sortir de ma fonction de ministre de l'Environnement la zone basse émission. Le dossier était bloqué pendant 10 ans. Alors vous comprenez, moi je suis plutôt craintif par rapport à des objectifs lancés à la cantonade. C'est trop l'habitude d'un certain nombre de politiques et moi je ne veux pas m'inscrire dans ce schéma. Et vous y croyez, du coup, à la faisabilité de cette fin du diesel pour 2030 à Bruxelles? Je crois à la faisabilité de la fin du diesel, comme j'espère aussi qu'on va vers une amélioration sensible des moteurs. Oui, je fais confiance à la technologie. Si je ne faisais pas confiance, je ne serais pas un optimiste, évidemment. Il faut l'être. On ne peut plus vivre dans une situation de pollution que nous connaissons, en ville notamment. Et pourtant, l'ensemble des constructeurs expliquent que le diesel en 2018, les moteurs sont meilleurs limite que ceux des oui, mais... et que le politique a peut-être une réaction émotionnelle après le diesel en voulant bannir le diesel, alors qu'en fait, c'est plus vraiment le problème. Mais attendez, c'est exactement ce que je dis. C'est pour ça qu'on doit faire des études scientifiques, technologiques, pour vérifier ce qui est le meilleur. Aujourd'hui, on nous lance les moteurs à essence, à injection directe. Les moteurs à injection directe sont beaucoup plus polluants que les anciens moteurs qui n'étaient pas à injection directe. Donc aujourd'hui, on est en train de mettre une nouvelle génération de moteurs à essence qui sont plus polluants que les précédents. Mais donc c'est un pas en avant et 2 pas en arrière, ce que vous êtes en train de faire. Oui, parce qu'à la fois, il y a cette recherche de l'efficacité, de la technologie nouvelle, et on se pose la question de la pollution, souvent, et beaucoup trop tard. Pour le diesel, début des années 2000, tous les gouvernements, en ce compris d'ailleurs la ministre des Transports écolo de l'époque, avaient fait la promotion du diesel, avaient même aidé financièrement au développement du diesel. Alors vous voyez combien il faut être prudent et ne pas faire des effets d'annonce auprès du citoyen. Et en même temps, c'est un peu une démonstration que le politique a toujours une guerre de retard. C'est parce que il a une guerre de retard, mais souvent il se contente de faire une déclaration et puis croire que automatiquement ça va déboucher sur du vertueux. Non, s'il n'y a pas, comme pour le nucléaire, une réelle volonté de mettre en place des dispositifs alternatifs, eh bien, il est probable que M. Bardewever ait raison. En 2025, on devra encore prolonger le nucléaire. Et donc moi, je ne veux plus m'inscrire dans ces schémas d'annonce. Et en même temps, d'autres villes, proches de chez nous, par exemple Hambourg, à un moment
moment donné, fait ce pas. Oui, attendez, à Hambourg, ils n'ont interdit le diesel que sur 2 artères, sur 2 fois 600 mètres. Hein, donc c'est 1,2 km. Donc attention, épluchons aussi les effets d'annonce des autres villes. Pourquoi vous avez dit oui alors en gouvernement bruxellois jeudi ? Mais parce que bien entendu qu'on doit améliorer la qualité de l'air. Je vous l'ai dit, moi j'ai proposé la zone de basse émission en 2002. On vient seulement de la mettre en place aujourd'hui dans le gouvernement. Donc il a fallu 12-13 ans pour finalement que l'intelligence arrive au cerveau. Hein. C'est un peu le dinosaure, on lui pince la queue, c'est tellement long que... Si des membres du gouvernement sont déjà en train de torpiller... Mais je ne torpille pas. Mais pas du tout. Vous voudriez que je me contente d'un effet d'annonce ? Comme M. Jolet dit, le plein emploi c'est pour demain en région wallonne. C'est pas ma façon de faire en politique. Moi je dis oui, c'est un objectif, mais il faut être crédible et on doit y travailler. Et ces problèmes de mobilité à Bruxelles font fuir les entreprises hors de la capitale. C'est ce qui ressort d'une étude de l'université flamande de Leuven. Entre juin 2015 et juin 2016, c'est les derniers chiffres disponibles, il n'y aurait eu que 743 jobs créés. Création nette d'emplois, donc si on enlève les soustractions et les déménagements, c'est pas... D'abord, l'étude de la KUL ne dit pas cela, ne parle même pas de la mobilité. Il n'y a pas un mot de la mobilité dans cette étude. C'est le journaliste... Non, c'est le journaliste de Tate qui interprète. Alors, je ne veux pas dire que ce n'est pas vrai qu'il y a des délocalisations d'entreprises à cause de la mobilité. Les 3 villes les plus embouteillées, c'est Anvers, Liège et puis Bruxelles. Évidemment que ces 3 villes subissent des délocalisations. Donc, je ne dis pas que c'est faux, mais cette étude de la KUL est tout à fait partiale. Elle ne prend en compte que l'emploi salarié. Elle ne prend pas les emplois indépendants. Elle ne prend pas les emplois internationaux, qui sont importants à Bruxelles. C'est une étude de mai 2015 à mai 2016. Vous savez ce qui s'est passé entre mai 2015 et mai 2016. Bruxelles a souffert. Hein, les attentats, le piétonnier, les tunnels, etc. Mais quand on regarde les chiffres fédéraux du SPF Économie, entre 2016 et 2017, c'est à Bruxelles que l'emploi a progressé le plus 1,9 à Bruxelles, plus 1,3 en Flandre et plus 0,6 en Wallonie. Et sur la même période, nous avons une création nette d'entreprises de 2000 unités. Ça, c'est la réalité. Ce ne sont pas mes chiffres, ce sont les chiffres du fédéral. Donc on peut croire qu'ils sont exacts. Ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est que Bruxelles fait mieux que les autres régions. Sur certains points, évidemment, nous faisons mieux. En termes de population active, nous sommes la seule région où la population active croît de manière importante. Et malgré ça, nous faisons diminuer de manière importante le chômage depuis 4-5 ans. Et donc oui, on fait mieux. Vous me direz, on vient de loin, et il y a encore beaucoup à faire. C'est tout à fait exact. Mais moi, je ne veux plus de ce Bruxelles bashing, où on sort des études, qu'on démontre des choses partielles, et bien entendu, on désigne du doigt Bruxelles. C'est tellement facile, c'est tellement aisé. Ce que vous évoquez, l'augmentation de la population active et pourtant la baisse du chômage, on en revient à ce taux d'emploi, le nombre de personnes susceptibles d'avoir un emploi et puis celles qui travaillent, c'est ça le principal défi justement actuel. Or, on se rend compte que 7 entrepreneurs sur 10 pour l'instant font face à une pénurie, qu'en fait il n'y a pas une correspondance entre l'offre et la demande, entre les métiers en pénurie et l'offre d'emploi. Et la pénurie, et c'est normal aussi, est beaucoup plus forte d'ailleurs en Flandre, qui connaît quasi une situation de plein emploi, ça on doit le reconnaître. Donc là, la pénurie est beaucoup plus grande. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la réponse aux métiers en pénurie, on le sait, c'est la formation. Et trop souvent, pendant des dizaines d'années, le secteur public et le secteur privé se sont regardés en chien de faïence. Le secteur privé disant, c'est au secteur public de travailler, et le secteur public disant que le secteur privé ne s'en occupe pas. Aujourd'hui, toutes les formations qui fonctionnent bien, avec des taux d'insertion de plus de 90%, c'est celles où le public et le privé travaillent ensemble pour former ensemble des demandeurs d'emploi. Mais la mise à l'emploi, c'est quand même notamment la compétence d'un gouvernement, d'une région. Donc à un moment donné, c'est aussi les failles du public qui se dit je ne sais pas le faire, donc je vais demander aux entreprises de le faire. Mais soyons honnêtes, le public, il n'est pas compétent en tout. Hein. Lorsqu'il s'agit de former des agents en sécurité, eh bien c'est bien de travailler avec le groupe Securitas, G4S, etc., qui avec nous forment, ils savent ce qu'ils veulent comme travailleurs. Et donc on doit avoir leur expertise, leurs besoins. Donc ça n'est pas nous enlever nos compétences, c'est améliorer nos compétences. Et ça fait 20 ans qu'on a ce discours-là. À un moment donné, il y a un déclic aussi chez les entrepreneurs de dire je vais aussi financer une partie de ma formation pour faire en sorte de faire correspondre cette offre et la demande. Mais c'est peut-être une des réussites du modèle bruxellois actuellement, c'est que moi je mets ensemble le secteur public et privé. Encore insuffisamment, hein, je vous le dis. Il faut être beaucoup plus volontariste. Oui, c'est ça qui fait qu'il y a plus
plus de Bruxellois qui sont mieux formés, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et à un moment donné, on impose justement aux demandeurs d'emploi d'accéder à ces métiers en pénurie. Comment on va forcer les gens à accéder à ces emplois? On ne force jamais les gens. On va pas vous forcer. On vous a pas forcé à être journaliste. Il faut jamais forcer les gens à faire quelque chose pour lequel ils n'ont pas de compétences ou pas Le problème, d'envie. c'est que c'est pas un métier en pénurie justement. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y aurait un problème de scission des allocations de chômage où on pourrait avoir une part fixe et une part variable en fonction des métiers en pénurie? C'est envisageable ça pour Bruxelles? Écoutez, on a exclu massivement du chômage. Ça n'a eu aucun impact positif. Au contraire, ça a accru la précarité. Donc ce n'est pas par là. Ce que les gens veulent, les demandeurs d'emploi, c'est pas 2 € en plus pour ceci ou pour cela, ou avoir 2 € en moins. Ils veulent un job. Et donc nous devons donner des formations qui collent avec la certitude d'avoir un job. Et pour cela, on doit le faire avec le secteur privé. Et vous confirmez donc une baisse, les derniers chiffres du chômage, une baisse du chômage à Bruxelles depuis 5 ans? Depuis 5 ans, tout à fait. Nous sommes au niveau des jeunes, au niveau de chômage des jeunes de 1990. Et pour l'ensemble du chômage au niveau de 2002, on a diminué en 4 ans de 22 000 unités le nombre de demandeurs d'emploi inoccupés. Sur le diesel, on doit travailler sérieusement et pas se limiter aux effets d'annonce. Déclaration d'Idée Gozouin qui défendait son bilan sur l'emploi avec beaucoup de pugnacité. Bonjour François Heureux. Mais bonjour Mehdi, bonjour va tout le monde, ça va bien? Vous avez passé un bon week-end? Vous avez l'air reposé, apaisé, c'est un plaisir de vous voir. Écoute, c'est gentil, mais vous aussi Mehdi, vous avez l'air en pleine forme. Voici une voix que vous allez certainement reconnaître, Mehdi, écoutez. Tout le monde boit aussi dans le bourret. Il faut le voir, vous buvez pas, vous? De l'eau. Tout le temps de l'eau. Ouais, si vous aimez bien, si vous n'aimez que l'eau, ça va. Chacun ses choix. Quoi Vous savez, je bois de l'eau aussi. C'est le vrai Michel? Du jus de pamplemousse. C'est lui. Mais de temps en temps, j'aime bien un bon verre de vin rouge. Voilà, Michel Dardenne dans son style très souvent imité, rarement égalé, Mehdi. On va poser la question ce matin de l'alcool en politique. Faut-il boire pour réussir? Question qui peut se poser d'ailleurs pour l'ensemble de la société belge. Le magazine Médor a lancé une vaste enquête sur les Belges et l'alcool. Et vous allez l'entendre, les premiers résultats sont assez interpellants. On vous les dévoile à 8h30. À chaque jour, c'est plaisir. Maman, j'ai plus rien à me mettre. Oh, bon, allons faire du shopping. Génial, où est-ce qu'on va? Chez Ikea. Chez Ikea? Bah oui, on va t'acheter un dressing. Comme ça, tu vas ranger ta chambre et tu vas retrouver plein de vêtements. Maintenant, 15% de réduction sur votre garde-robe Pax. Plus d'infos sur Ikea.be. Ikea, à chaque jour, c'est plaisir. Beau début de journée, vous écoutez la première, il est 8h.